La Minute Égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle de la violence des femmes. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. Ce matin, j'avais très envie de parler de la violence des femmes. Bah oui, parce que les femmes ont à la fois cette image de saintes, de mégères, de victimes et de violentes. Et que ça fait quand même un peu lourd sur nos épaules pourtant pas si frêles. Je vous propose donc un petit voyage au pays de l'essentialisme. L'essentiel quoi? Je m'explique. Dans l'imaginaire collectif, il existe une différence fondamentale entre les femmes et les hommes. Ces derniers seraient dominés par leur pulsion virile, associée à la force et donc de fait à la violence. Les femmes, quant à elles, ce seraient des petites choses fragiles qu'il convient de protéger, mais surtout de protéger d'elles-mêmes parce qu'elles sont dominées par leur passion et leur frivolité. Vous avez la sensation que je tiens des propos éculés, que je suis vieux jeu, réac, boumeuse, comme on dit en ce moment? Je vous laisse traîner sur les réseaux sociaux un quart d'heure et on en reparle. Actuellement, dans les ouvrages scolaires, on trouve à peine 10% de femmes. Or, des femmes et des femmes illustres, il y en a plein. Depuis 1945, on a bien été obligé dans notre jolie société de voir que les femmes, elles aussi, tenaient la France entre leurs mains et qu'elles étaient nécessaires. Oui, nécessaires, parce que ça n'était apparemment pas tout à fait clair pour tout le monde. Reste que, dans l'imaginaire collectif, une femme, c'est doux. Ça doit être doux. Et quand je dis ça, c'est justement parce que ce genre de propos nous essentialise, donc c'est-à-dire qu'il fait de nous des objets immuables, standardisés, ichéaisés du caractère, si j'ose dire. Ça vous a jamais sauté aux yeux qu'il y a très peu de femmes dont l'histoire garde trace, mais que le peu qui le sont restées ont souvent une image à la fois utile, certes, mais dure. Pas de réelle héroïne côté femme, même Anne de Bretagne, à qui l'on reproche surtout finalement d'être une femme. Un homme aurait forcément fait mieux, et ça on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Et le fait qu'elle soit une femme a surtout permis à quelques nationalistes de se positionner en contre par rapport à la France. Une France masculine contre une Bretagne féminine, ce qui, dans cette réalité crue, est plus fantasmatique que réaliste quand on y pense. Dans tous les cas, ces femmes visibles, on considère qu'elles étaient des garçons manqués, comme s'il était impossible qu'elles soient simplement des filles réussies. Et ces femmes subissent à travers le temps un traitement particulier en plus, Luce. Absolument. Dans tous les cas, le schéma est le même. On en fait des gravures érotisées, puis on les caricature avec cette visée d'amoindrir le sens et la force de ce qu'elles font, les valeurs qu'elles portent, les engagements qui devraient être les plus universels. Exemple, en réalité, les Amazones n'avaient pas un sein coupé pour utiliser une arme sans être gênées. Qui a bien pu inventer l'idée saugrenue qu'on puisse décider de se mutiler pour utiliser une arme? Les hommes, par exemple, ils montent à cheval depuis la nuit des temps, ils se coupent rien pour être plus à l'aise sur la selle, n'est-ce pas? Par ailleurs, chaque fois que les femmes ont pu prendre une place du côté des héros, avec les mêmes armes, elles ont ensuite subi ce qu'on appelle le backlash. Et c'est quoi le backlash justement, Luce? C'est un terme issu d'un livre de l'autrice Suzanne Faludi qui peut être traduit comme un retour de bâton. En effet, après chaque avancée, s'imprime une sorte de retour de bâton, de retour arrière pour les femmes, comme on peut l'illustrer par la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il ne fait plus mystère pour personne que les femmes, comme les hommes, ont pris leur part dans ce conflit. 30% des résistants sont des résistantes. Pourtant, combien de ces femmes sont au Panthéon? J'y réponds tout de suite. Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ça fait 2. Encore aujourd'hui, les héros sont vus par le prisme de leur force, de leur conviction, qui les conduisent à des actes héroïques. Les héroïnes, elles, sont pensées à l'aune d'un traumatisme, d'une fragilité, qui les aurait amenées en quelque sorte, malgré elles, à commettre, le mot n'est pas anodin, des actes héroïques. Dans ces mouvements souvent très binaires, les héros cherchent donc la justice, les héroïnes, la réparation. Et c'est ainsi que se perpétue cette idée terrible du principe qui pose les femmes en victimes. Quant aux raisons qui conduisaient ces femmes à rentrer en résistance, les spécialistes aujourd'hui l'expliquent bien, ce sont les mêmes que pour les hommes. Il serait donc temps qu'on arrête de construire une image romantisée des femmes dans les conflits. Comme les autres, elles ont pris les armes, comme les autres, elles ont appris à les manier, et cette façon de les dépeindre toujours dans une forme de sexitude, pour utiliser un néologisme, avec une arme à la main est horripilante et représente un leurre érotisant. C'est donc aussi bien collectivement que individuellement, qu'on doit aujourd'hui se donner la chance, et oui la chance, de penser le monde à l'aune d'une réalité, celle de la présence de femmes comme d'hommes, à ne pas hiérarchiser en termes de compétences, de talents et d'intérêts. Parce que si on accepte petit à petit de chausser les lunettes de l'ouverture à l'autre, on verra collectivement comme individuellement que finalement l'égalité, c'est peut-être pas si compliqué. Merci Luce, Luce que l'on retrouve la semaine prochaine et d'ici là en podcast sur notre site rcf.fr.